Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le budget 2015 arrive au Parlement. Il promet 21 milliards d'euros d'économies et les discussions s'annoncent serrées pendant 2 mois sous la double pression de la Commission européenne qui milite pour plus de rigueur en France, tandis qu'une partie de la majorité en voudrait moins. Le recadrage de Manuel Valls après les propos de Ségolène Royal. La ministre de l'écologie a lancé l'idée d'une gratuité des autoroutes le week-end. Inenvisageable, a répondu le Premier ministre qui était devant le groupe PS du Sénat ce matin pour affiner la seconde lecture de la réforme territoriale dont l'examen débute à la Haute Assemblée le 28 octobre. La transition énergétique adoptée par les députés, le texte prévoit la baisse de la part du nucléaire de 75 à 50% dans la production électrique française à l'horizon 2025. Le jour où s'ouvre la première édition au Bourget d'un salon du nucléaire et qu'un rapport sénatorial estime qu'il faut davantage de moyens pour la sûreté nucléaire. On en parle avec nos invités ce soir à la fin de ce journal. La Cour des comptes tire à la sonnette d'alarme sur les finances des collectivités territoriales. Le déficit des administrations publiques locales a été multiplié par 2,5 en un an pour atteindre 9,2 milliards d'euros en 2013. Une tendance très préoccupante pour les sages de la rue Cambon. Cécile Sixou. Les collectivités locales, de nouveau dans le viseur de la Cour des comptes. Pour la deuxième année consécutive, les sages de la rue Cambon pointent du doigt leur mauvaise gestion des finances locales. La situation financière des collectivités territoriales s'est dégradée en 2013 avec des dépenses qui ont augmenté plus vite que des recettes. Et à l'heure où tout le monde se serre la ceinture, régions, départements, communes et intercommunalités apparaissent comme les mauvais élèves. En un an, leur déficit a été multiplié par 2,5, passant de 3,7 milliards à 9,2 milliards. Résultat, les collectivités pèseraient pour un tiers dans le retard pris dans la réduction des déficits. L'apport des collectivités territoriales au redressement des comptes publics n'a pas correspondu aux attentes des textes qui ont été votés par le Parlement. Selon les magistrats, ce qui coûte cher aux collectivités, ce sont les dépenses liées au personnel. Hausse des salaires, embauche, la masse salariale ne cesserait d'augmenter, principalement dans le bloc communal. Une critique trop facile pour les élus locaux. La critique est facile, mais que par les temps qui courent, l'art est très difficile. Il faut savoir que les charges de personnel augmentent de manière automatique en fonction de décisions, de négociations qui sont faites en dehors des communes, au niveau national, au niveau de la fonction publique territoriale. Masse salariale, mais aussi rythme scolaire ou encore emploi d'avenir. Pour les élus locaux, c'est l'État le principal responsable de la hausse de leurs dépenses. Manuel Valls devant le groupe PS du Sénat. Ce matin, le Premier ministre est venu rassurer avant le retour de la réforme territoriale en séance. Ce sera le 28 octobre. Jérôme Rabier. C'est sa première visite à une gauche sénatoriale désormais dans l'opposition à la Haute Assemblée. Et même si Manuel Valls n'y a plus de majorité, il promet d'écouter ce que les sénateurs socialistes ont à lui dire. Moi je compte beaucoup sur le Sénat pour faire avancer un certain nombre de textes. Donc je compte bien sûr sur le groupe socialiste, notamment pour ce qui concerne les collectivités territoriales. Plus d'une heure d'échange largement dominée par la réforme territoriale. Et à la sortie, les déçus ne sont pas repartis plus convaincus. Le Premier ministre considère qu'il faut définir ou commencer à poser des règles avant les élections départementales. Et moi, je considère qu'il n'y a pas d'urgence en la matière. Qui gagne cause, là, dans cette réunion? Oui, qui gagne cause. Moi, je ne suis pas Premier ministre, je suis simplement président du Conseil général de l'Oise et modeste sénateur. Voilà. Car c'est la seule confirmation de cette réunion, le texte arrivera bien fin décembre, début janvier au Sénat, avant les élections cantonales prévues au mois de mars. Et le Premier ministre viendra dès le 28 octobre clarifier sa vision de la réforme devant les sénateurs. Un geste qui s'ajoute aux aménagements déjà concédés. Le Premier ministre, il a depuis quelque temps fait des ouvertures sur l'intercommunalité à 20 000 qui sera discutée, sur les compétences qui resteraient dans certains départements, sur les conseillers généraux ruraux qui resteraient. Je pense maintenant, place au travail parlementaire. Un travail parlementaire qui n'avait pas pu aller à son terme lors du premier volet de la loi de décentralisation, faute de majorité. Avec un Sénat désormais à droite, pas sûr que la tâche du Premier ministre soit plus aisée. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Delphine. Alors avec vous, on va revenir sur ce qui ressemble à un nouveau couac dans la communication gouvernementale avec l'annonce ce matin par Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, de rendre les autoroutes gratuites les week-ends, aussitôt démenti par Matignon. Quelle est votre analyse, Mickaël? Couac ou pas couac, on ne sait jamais avec eux. En tout cas,
Elle a affirmé tout à l'heure « Je garde ma liberté de parole » et de toute façon, le dossier est sur la table. Et cette phrase, on n'a pas arrêté de l'entendre depuis des semaines. Le dossier est sur la table. Oui, car peu importe, car le débat est lancé. C'est une hypothèse de travail, mais à force de multiplier ces ballons d'essai que nous avons tous appelés des couacs, eh bien, est-ce que c'était peut-être devenu la méthode de travail du gouvernement? Et si les sorties de François Rebsamen, d'Emmanuel Macron sur la réforme de l'assurance chômage étaient simplement l'occasion finalement de lancer des débats. C'est l'ex-ministre de l'écologie, Cécile Duflot, qui le dit très très clairement dans un livre qu'elle a sorti à la rentrée et qui connaît très bien François Hollande. Elle théorise la triangulation verbale. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche et une décision au centre. Bref, la synthèse version François Hollande. Alors regardez bien comment se passe en général les couacs. On a appris tout cela, on le voit quasiment toutes les semaines et le scénario est très clair. 1. Sortie d'un ministre sur un thème, on va dire, X. 2. Réaction ulcérée du premier secrétaire du Parti Socialiste. Nous avons des totems, nous n'avons pas de tabou. 3. Recadrage de l'Élysée. 4. Le Premier ministre relance le débat et souvent il dit « on verra ça dans des négociations futures ». Et on le voit effectivement dans des négociations futures. Les rôles sont très bien distribués, chacun connaît sa partition. François Hollande rassure les Français, calme le jeu sur le rythme, mais il insiste sur les réformes. Manuel Valls, lui, rassure Bruxelles sur la volonté de son gouvernement de faire des réformes. Jean-Christophe Cambadélis, lui, il est totalement dans son rôle car il ménage l'électorat socialiste. Et les ministres, eh bien les ministres, eux, ils essuient les critiques. Bilan des courses pour les Français, c'est souvent le brouillard. Par contre, pour François Hollande, ça a l'air de fonctionner car il reprend quelques couleurs dans les sondages. Par contre, pour le gouvernement, en tout cas, c'est beaucoup moins lisible. Mais est-ce vraiment la priorité de François Hollande? Merci beaucoup, Mickaël, pour ce décryptage. Nicolas Sarkozy dégringole dans l'opinion des sympathisants UMP. Selon un sondage Ipsos dévoilé hier soir, l'ancien président de la République perd 9 points et avec 31% d'opinion favorable se retrouve tancé par le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui engrange une progression de 4 points avec 76% d'opinion positive. Samia Dechir. C'est un peu sa revanche. Alain Juppé, l'homme qu'on disait fini en 2004, fait aujourd'hui figure de favori pour la primaire UMP. Les derniers sondages lui donnent 12 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. Une course qui se joue pour l'instant moins sur les programmes que sur la personnalité. Et c'est d'abord là que se trouve la clé de son succès, face à un Nicolas Sarkozy jugé hyperactif, bling-bling et surtout trop clivant. Alain Juppé donne le sentiment d'être calme, d'être posé, d'avoir la stature d'homme d'État et de donner le sentiment également, face à une France qui a le sentiment d'être relativement divisée, de pouvoir rassembler assez fortement la société française. Rassembler et surtout élargir au centre, c'est l'autre clé du succès Juppé, quand Nicolas Sarkozy séduit davantage le noyau dur de l'UMP. Je n'ai pas à juger au sein de l'UMP qui sera privilégié par les uns ou par les autres, mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'on a un vrai partage d'idées et de valeurs sur les questions écologiques et sur notre vision d'avenir de la société. Si la montée en puissance d'Alain Juppé fait de l'ombre à Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'autre candidat, François Fillon, qu'elle pénalise. Avant qu'Alain Juppé monte en puissance, le duel annoncé c'était Sarkozy-Fillon. Maintenant qu'il y a eu cette montée en puissance, le duel annoncé c'est Sarkozy-Juppé. Alors ces choses-là peuvent encore bouger, mais la vraie difficulté pour François Fillon, à mon avis, c'est que François Fillon a pris un positionnement très en pointe de thatchérisme à la française. Ce positionnement est minoritaire à l'intérieur même de la droite. Mais François Fillon peut compter sur le soutien d'une centaine de parlementaires et Nicolas Sarkozy a toujours la confiance des militants. Mieux que personne, Alain Juppé sait que les sondages peuvent s'inverser d'ici à 2016. Au Sénat, reprise des travaux en séance depuis le basculement à droite de la Haute Assemblée avec l'examen d'un projet de loi qui modifie la désignation des conseillers prud'homaux. Objectif pour le gouvernement qui entend légiférer par ordonnance, faire des économies dans un contexte budgétaire restreint. Les explications de Thibaut Perret et Stéphane Beaujard. C'est une élection qui coûte cher, trop cher. L'élection des 14 500 conseillers prud'homaux est trop coûteuse pour l'État. En période d'économie, il n'apparaît pas judicieux de persister dans un système électoral qui coûte près de 100 millions d'euros et qui a vu son taux de participation chuter de 70 à 20% en 30 ans. Pour cette raison, le gouvernement écarte l'élection et propose la désignation des conseillers par et en fonction du poids des organisations syndicales. Nous espérons surtout qu'elle va permettre d'améliorer le fonctionnement de la juridiction des prud'hommes, qui manque aussi sérieusement de moyens et de possibilités de développer une bonne justice en direction des salariés.
Chez les sénateurs communistes réunis ce matin au Sénat, la réforme ne passe pas. Selon eux, c'est un recul considérable de la démocratie. En supprimant l'élection, tel est son projet, il affaiblit la juridiction prud'homale qui nous semble être quelque chose à la fois ancienne, qui est ancrée dans la Révolution française, mais qui est une juridiction tout à fait moderne par son fonctionnement et qui permet aux plus faibles de faire valoir leurs droits et de faire respecter le droit du travail à l'entreprise. Une inquiétude persiste, l'épuisement des conseillers qui voient leur mandat passer de 5 à 9 ans en attendant l'entrée en vigueur de la réforme en 2017. Et puis l'autre texte qui était examiné cet après-midi en séance, à savoir le projet de loi permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance pour se mettre en conformité avec le Code mondial antidopage, a été adopté à l'unanimité, à l'exception des communistes qui se sont abstenus. Je vous le disais en titre, l'examen du projet de loi de finances a débuté à l'Assemblée nationale et les parlementaires Front de gauche entendent batailler contre un budget qui, je cite, va aggraver les injustices. Selon eux, députés et sénateurs Front de gauche ont présenté lors d'un point presse des amendements identiques à ceux des écologistes et des socialistes frondeurs, notamment pour s'opposer à la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Bruno Retailleau, nouveau président du groupe UMP du Sénat, était l'invité de Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Et il a réagi aux propos de Jacques Toubon, le défenseur des droits, tenu hier sur notre antenne, qui prônait la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger. Bruno Retailleau, lui, n'est pas tout à fait d'accord. On l'écoute. Ceux qui prétendent qu'aujourd'hui ces enfants sont en dehors du droit se trompent. Il y a un cadre. Maintenant, alors on leur donne des papiers, donc on les reconnaît. L'État les reconnaît. Non, et à 18 ans, ils choisiront d'être. Il n'y a pas de souci. Ces personnes-là, ces jeunes enfants, ne sont pas en dehors du droit. En revanche, admettre et régulariser, si j'ose dire, une infraction à la loi, un détournement de ce qu'on appelle de l'ordre public, moi je n'y suis pas favorable. D'accord. Pour être clair, il y a une ligne, on s'y tient. Preuve par 3, émission à revoir sur Public Sénat ce soir à partir de 22h45. 24h Sénat, tout de suite le débat. Vote solennel des députés sur la transition énergétique. Aujourd'hui, parmi les mesures phares de ce texte, la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique française, alors que le débat sur la fermeture de la centrale de Fessenheim est loin d'être clos. La plus ancienne centrale nucléaire de France pourrait ne pas fermer si deux sites s'avèrent plus dangereux et plus coûteux à remettre aux normes de sécurité. Pauline Dame. C'est vraiment très très bien. L'avenir de la centrale de Fessenheim se décline à nouveau en pointillé. Si le candidat Hollande s'était engagé à fermer le site en 2016, cette perspective semble aujourd'hui plus qu'incertaine. La ministre de l'Énergie se veut réaliste. J'ai une vision très pragmatique des choses et donc on regardera quelles sont les propositions d'EDF, en partenariat bien évidemment avec l'État. L'annonce passe mal dans les milieux écologistes. En pointe contre le nucléaire, Greenpeace veut encore croire au démarrage du processus de fermeture des centrales. Aujourd'hui, ça traduit surtout que le gouvernement laisse à EDF le choix d'adapter la politique énergétique à sa propre politique industrielle. Il faudra fermer Fessenheim de toute façon, on peut commencer par d'autres, mais il faut enclencher une dynamique de fermeture et de développement des énergies renouvelables. Trop de sûreté peut tuer la sûreté. Reste la sécurité du parc nucléaire que le Sénat veut renforcer. Michel Berson souhaite une nouvelle taxe acquittée par les exploitants d'installation pour donner plus de moyens à l'ASN et à l'IRSN en charge de la sûreté nucléaire. 30 à 35 millions d'euros, à peu près le montant de ce qui est nécessaire pour que ces deux grands organismes puissent assumer leurs fonctions dans des conditions qui permettent à notre filière nucléaire de rester compétitive. La France compte aujourd'hui 58 réacteurs en activité. Selon un rapport commandé par Greenpeace, la prolongation de la durée de vie des réacteurs au-delà de 40 ans pourrait coûter à EDF jusqu'à 4,5 milliards d'euros par réacteur. Cette année, la centrale alsacienne de Fessenheim fêtera ses 36 ans d'activité. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Jean Bizet, bonsoir. Vous êtes le nouveau président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Vous êtes également sénateur UMP de la Manche. Avec nous également sur ce plateau, Ronan Dantec. Bonsoir. Sénateur Europe Écologie Les Verts de la Loire-Atlantique. Alors Ronan Dantec, est-ce que
Il n'y a pas un paradoxe de la part du gouvernement à vouloir à la fois réduire de 25% la part du nucléaire dans la production électrique française, c'est ce qui a été voté dans le texte sur la transition énergétique par les députés, tout en continuant les atermoiements autour de la fermeture de cette centrale de Fessenheim. Oui, il reste un tabou. Le tabou, c'est comment on débranche la centrale. C'est le tabou de la fin de vie du nucléaire en France. Donc on voit bien qu'on tourne autour. Mais bon, enfin, on voit quand même quelle est la tendance aujourd'hui. Elle est très claire au niveau international. La part du nucléaire en 10 ans a baissé dans le mix électrique mondial de 17 à 12%. Globalement, il se met en chantier moins d'une dizaine de centrales par an. C'est une industrie finissante aujourd'hui. Dans le même temps, le développement du renouvelable est extrêmement massif à l'échelle mondiale. 34 gigawatts de plus connectés cette année. Donc il est temps que la France rentre dans le monde réel, dans le monde d'aujourd'hui, et investisse massivement, y compris structure massivement son industrie autour des renouvelables. Jean Bizet, industrie finissante, le nucléaire, quel est votre avis? Oui, c'est pas du tout l'avis qui est le mien, tout simplement parce que la France a une expertise mondialement reconnue en la matière, et ça me choque profondément d'entendre ce type de propos, précisément quand on sait que l'année 2013 a été une année où l'émission de gaz à effet de serre a dépassé tout, je dirais, les normes jusqu'ici constatées. Or, nous avons une énergie moins chère que les autres, nous avons une énergie particulièrement respectueuse de l'environnement au regard justement de l'émission de gaz à effet de serre, et sur lequel la France a une expertise mondialement reconnue. Donc, moi je trouve, quand on voit la situation économique de notre pays, je trouve suicidaire de vouloir précisément supprimer une activité où on est précisément les meilleurs. On parle de supprimer, on parle de réduire la part de la production. Mais je suis contre, je suis également contre. Quand on voit également que la transition énergétique à marche forcée de l'Allemagne et de la part des Allemands un non-sens économique, quand on pressent également et quand on voit des délocalisations comment dirais-je, des activités industrielles qui risquent de quitter l'Europe, non plus en direction de l'Asie comme autrefois pour un problème de coût de main-d'œuvre, mais en direction des États-Unis, parce que justement, là, il y a une énergie moins chère, je trouve que c'est une erreur de procéder ainsi. Alors, ça ne veut pas dire je suis pour les énergies renouvelables, mais on en reparlera sans doute tout à l'heure. Jean Bizet, Ronan Dantec, le nucléaire, énergie moins polluante et moins chère. C'est ce que dit Jean Bizet, pour résumer. C'est une plaisanterie. 110 € le mégawatt. C'est ce qui a été négocié en Angleterre sur un contrat de 35 ans. Aujourd'hui, il y a sur le marché de l'éolien amorti à 45 €, 3 fois moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nucléaire n'est plus compétitif. La France, une partie des lobbies s'entêtent et ne veulent pas le voir. Nous, on dit, pour l'avenir de l'emploi en France, pour l'avenir, effectivement, de l'économie française, il faut se diversifier très rapidement. C'est une question de survie pour nous. Le nucléaire est extrêmement cher. Tous les chiffres qui sortent aujourd'hui sur le coût de prolongation de centrales avec un risque augmenté deviennent totalement astronomiques. Nous n'aurons même pas les moyens de renouveler le parc nucléaire pour le passer de 40 à 60 ans. Heureusement, dans la loi, justement, nous avons mis un coup d'arrêt avec le fait que l'ASN devra décider si les centrales peuvent dépasser les 40 ans. Je pense qu'il s'agit maintenant d'être économiquement sérieux, de regarder la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, c'est ce qui se négocie dans le monde économique. Le nucléaire s'expose aujourd'hui au Bourget, hasard du calendrier. Mais il ne se vend pas. Pourtant, à l'export, on a quand même réussi à vendre 2 EPR en Grande-Bretagne. Il y a un accord de coopération avec l'Afrique du Sud. Pendant ce temps-là, le marché du renouvelable à l'échelle mondiale, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros sur lesquels l'industrie française aujourd'hui est marginale, alors qu'on a des savoir-faire en recherche-développement. Il faut créer un outil industriel. Maintenant, il n'a échappé à personne qu'il fallait faire des choix. Nous n'avions pas les moyens de tout. Donc la loi aujourd'hui dit il est temps de structurer nos filières économiques autour du renouvelable, parce qu'à l'échelle mondiale, c'est là qu'est la demande. Moins de 10 réacteurs mis en chantier en 2013. C'est très très peu. Et c'est epsilon par rapport à ce qui est investi aujourd'hui dans le renouvelable à l'échelle mondiale. Jean Bizet, allez-y. Je ne suis absolument pas d'accord. Oui, mais ça, c'est les chiffres. Non, je ne suis pas d'accord. Vous faites dire ce que vous voulez dire à certains chiffres. Non, le problème, il est le suivant, c'est que nous avons une puissance pratiquement installée au niveau européen de 3500 TWh.
alors que nous ne consommons que 3000 TWh. Alors, moi, je suis pour les énergies renouvelables, sauf que les énergies renouvelables, surtout l'éolien et le photovoltaïque, sont frappés de ce qu'on appelle l'intermittence. Ils ne marchent que 14 à 20% du temps, en fonction précisément du vent et du soleil. Tout pendant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'intermittence, il nous faudra une énergie, entre guillemets, de base, qui puisse fonctionner. L'énergie, c'est le nucléaire, j'imagine. C'est l'énergie nucléaire. Il y a d'autres énergies de base. L'hydraulique, la biomasse. Mais l'hydraulique, nous sommes arrivés au maximum en France. On ne peut pas en mettre davantage, puisque vous le savez très bien. On a des capacités de stockage. Mais tout pendant que nous n'aurons pas réglé le problème de l'intermittence, nous ne pourrons pas aller plus loin sur le renouvelable. Alors, investissons en R&D massivement pour essayer de trouver des solutions en matière d'intermittence. Il y en a au travers de la fabrication d'hydrogène, et c'est assez complexe et assez onéreux. Okay, vous écoutez, Jean Bizet, si je comprends bien, quand le texte va arriver au Sénat sur la transition énergétique, vous allez vous opposer à ces dispositions qui concernent la baisse de la part du nucléaire dans la production. Je suis pour la transition énergétique, mais elle ne doit pas se faire au détriment, justement, de l'enveloppe nucléaire. Parce que c'est précisément avec le nucléaire que nous pourrons faire de la transition énergétique. Les Allemands en sont tout à fait conscients. Et c'est précisément aussi avec le nucléaire et avec des coopérations renforcées avec l'Allemagne, avec l'Angleterre et avec la Pologne que nous pourrons avoir une Europe de l'énergie. J'entends notre ami Dantec parler d'économie. Ça me surprend un petit peu parce que jusqu'à maintenant, les écologistes étaient relativement déconnectés de cette approche. Le nucléaire nous a donné raison économiquement, Jean Bizet. On a beaucoup parlé effectivement de ce qui se passe outre-Rhin. Alors on rappelle que l'Allemagne a décidé, au lendemain de la catastrophe de Fukushima, de sortir du nucléaire d'ici à 2022. Finalement, ça coûte quand même très cher. On s'en rend compte en Allemagne de sortir du nucléaire. 25 milliards par an. Alors est-ce que ça ne nous incite pas à la prudence quand même, ce qui se passe chez nos voisins? Non, mais moi, les Allemands ont été extrêmement volontaristes. À aucun moment aujourd'hui, dans le débat public allemand, il y a la question de relancer le nucléaire. Il y a des questions effectivement de mise en œuvre de la planification, et je pense que la loi, et Jean Bizet devrait soutenir, nous avons aujourd'hui besoin de planification à l'échelle européenne et à l'échelle française. Je m'aperçois que le lobby nucléaire s'est battu, s'est arc-bouté contre la planification, contre le fait que l'État reprenne la main et que ce ne soit plus les opérateurs et le lobby nucléaire qui aient la main sur la politique énergétique française. Il faut de la planification, il faut tirer des lignes, il faut beaucoup plus d'interconnexions, ce qui règle une partie de l'intermittence, y compris le grand éolien de la mer du Nord peut par moment servir dans le sud. Le photovoltaïque du Sud peut servir dans le Nord. C'est ce marché global, cette vision planifiée qui aujourd'hui qui a du sens. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui en France, il y a un conservatisme terrible. C'est le même sur l'écotaxe. Ce pays ne veut pas se moderniser. Ce pays est dans un autisme quand on compare à ce qui se passe ailleurs. Et si les Allemands, effectivement, ont des difficultés dans leur propre planification, il ne s'agit pas de dire que tout va bien partout. Les Allemands sont en retard par rapport à leur production éolienne du Nord et la descente des câbles vers le sud, mais ils vont régler ça dans les prochaines années. À aucun moment, en tout cas, ils ne remettent en cause leur choix. C'est ça qui est tout à fait frappant. Après, on compare ce qui n'est pas comparable. Par exemple, le prix de l'électricité en Allemagne est plus cher, mais il y a énormément de taxes locales différentes qui n'ont rien à voir avec le prix de production. Donc on mélange un petit peu tout. Moi, je constate quand même que les Belges arrêtent le nucléaire, les Allemands ont arrêté, les Suisses, les Italiens, on est un petit peu encerclés. Il faudra quand même se poser la question de savoir pourquoi on doit avoir raison tout seul. Conservatisme, Non, je pense qu'il est difficile d'entendre des propos de ce type parler d'autisme et de conservatisme à l'adresse d'une activité aussi intellectuellement et techniquement aussi d'avant-garde. Ça, c'est à la limite du scientisme. J'avoue que quand on regarde bien, et j'invite mon collègue à lire le rapport que nous avons fait en commission des affaires européennes sur le couple franco-allemand en matière énergétique, les Allemands sont allés à marche forcée dans cette direction. Ils ont été obligés, pour assurer la couverture énergétique du peuple allemand, qui n'en peut plus de payer une énergie qui est deux fois et demi plus chère qu'en France, ils ont été obligés de développer le charbon. Résultat, quand effectivement les éoliennes marchent, si vous voulez, en Allemagne du Nord. On l'a vu avec Fessenheim, de nombreuses centrales quand même françaises souffrent de vieillissement. Alors est-ce que ce coût du vieillissement va être intégré au coût mais de toute façon, de l'électricité? Il est vrai que les 58 centrales ont été
globalement construites pratiquement en même temps, et ça nous posera un énorme problème. Il faudra écouter avec beaucoup d'attention l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire de façon à voir comment planifier soit l'arrêt enfin de la planification. C'est normal, mon la fermeture de Fessenheim, François Hollande l'avait promise avant 2016. Oui, mais attendons l'avis de l'ASN et voyons également avec l'opérateur, parce que ça ne se décide pas comme ça. C'était une promesse électorale. Eh bien, ce ne sera pas la première que François Hollande sera obligé, je dirais, de retirer. Mais vous, qu'en pensez-vous, à titre personnel, il faut fermer Fessenheim? Eh bien, moi, j'attends l'avis de l'ASN. C'est tout. C'est pas une histoire d'avis politique ou de promesses politiques. Attendons l'avis de l'ASN. Et quant à comment dirais-je, à la production d'énergie renouvelable en Allemagne, si l'Allemagne n'était pas entourée précisément de pays qui fournissent avec le nucléaire précisément de l'énergie quand ils en ont besoin, l'Allemagne serait dans une situation. Sans les productions européennes, on ne passe pas l'hiver en France avec notre système électrique. Enfin, on ne peut pas continuer de dire des choses qui sont à des années-lumière de la vérité. Tout simplement parce que les Allemands ne consomment pas au même moment que les Français. Oui, mais est-ce qu'on est souverain en matière d'énergie aujourd'hui? On n'est pas autonome en France l'hiver. On a besoin d'importer. Il y a des interconnexions et des sécurités en matière d'interconnexion en Europe qui sont nécessaires. Mais quand la production d'énergie éolienne, je dirais, se développe en Allemagne à certaines pointes de la journée, à certaines heures de la journée, eh bien, les Allemands ne peuvent pas assurer précisément l'évacuation de cette électricité. Non, parce qu'il manque de l'interconnexion, donc on va être d'accord pour aller plus vite sur l'interconnexion. Il faut tirer les câbles, on est d'accord tous les deux. Mais on va aller plus vite sur la planification. 1 000 milliards d'euros, l'Allemagne ne peut plus les réaliser. C'est ça le problème. Il faut savoir, soit on planifie, soit on planifie pas. L'Allemagne ne peut plus. Tous les arguments sont bons pour qu'on ne bouge pas. Il faut bouger, Jean Bizet. Il faut aller vite. C'est un enjeu de développement économique. Cette loi sur la transition énergétique va peut-être faire bouger les choses. Moi, je crois qu'elle fait bouger les choses. Et moi, j'attends beaucoup, et je me suis beaucoup battu là-dessus, pour que la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui arrivera fin 2015, dans la suite de la loi, disent clairement comment on fait entre aujourd'hui et 2023, puisque la PPE ira jusqu'à 2023. Moi, je veux un État stratège. Je veux de la planification. Je veux qu'on sorte des fausses vérités. Les Allemands, le charbon, il repart. Pourquoi ? Parce que les Allemands ferment leurs centrales à gaz. C'est pas le nucléaire, c'est le gaz. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de taxe carbone aujourd'hui en Europe. Donc Jean Bizet parle du climat. Moi, le climat, c'est quelque chose, vous le savez, qui m'importe extrêmement. Donc on va être d'accord avec Jean Bizet pour une taxe carbone. Avec une taxe carbone, le charbon, c'est fini. Tout de suite, on remet du gaz dans un premier temps, et c'est avec le gaz qu'on assure la transition. Regardez, on a posé la question à notre partenaire, aux internautes Ronan Dantec, aux internautes du nouvelobs.com. Le nucléaire est-il encore une énergie d'avenir ? Eh bien, la réponse va plutôt dans votre sens. Ronan Dantec, les internautes ont répondu non à 61%, oui à 35% sur 260 votants. Il a posé la question autrement, demander aux Français s'ils sont prêts. Ça sera l'objet d'un autre débat. Merci Jean Bizet, merci Ronan Dantec. C'est le plus cher, c'est le nucléaire. Merci, ça fera l'objet d'un prochain débat. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.